Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je suis ravie d'avoir l'opportunité d'intervenir dans ce très beau colloque organisé par le POPSU sur les métropoles résilientes. Je voudrais commencer par remercier le PUCA et la plateforme POPSU, Hélène Peskin et toute son équipe de leur invitation, qui me donne aussi l'occasion de saluer leur contribution essentielle à la compréhension des enjeux des métropoles, des villes, des territoires, et qui permet un travail commun d'experts, de chercheurs, d'élus, d'architectes, et qui constitue l'un de nos plus grands programmes de recherche sur la ville. Je remercie également Sandra Marceau, la députée, qui a présidé le comité d'organisation et dont je connais très bien l'engagement et l'expertise sur ces thématiques. Je suis très heureuse de participer aujourd'hui à ce colloque qui traite d'une thématique qui m'est chère, celle de la résilience des territoires et des métropoles, et de la façon dont nous devons les construire pour répondre à ce défi. Ce qui est intéressant, et ce colloque le montre bien, avec la présence de mes collègues Jacqueline Gouraud en ouverture et puis Barbara Pompili plus tard, c'est à quel point ce défi est à la croisée de beaucoup des priorités du gouvernement. La transition écologique, bien sûr, l'aménagement du territoire, l'habitat et le cadre de vie, mais aussi le développement économique, mais aussi le lien social, mais aussi finalement notre manière de vivre ensemble. Et c'est intéressant d'avoir ce moment de prise de recul après l'année que nous avons vécue, ou d'ailleurs plutôt les 2 années que nous avons vécues, en reliant tout ça, je crois que ça a été fait plutôt d'un côté à la crise des Gilets jaunes et de l'autre à la crise sanitaire que nous sommes encore en train de traverser. Ces crises ont fait émerger une demande forte des Français pour des logements de qualité dans un cadre de vie de qualité. Elle a du coup amplifié les critiques sur la qualité de vie dans les métropoles. Un accès jugé trop limité à la nature, au paysage, une densité jugée trop importante, oppressante, une ségrégation spatiale et sociale, une forme d'isolement, en particulier à la périphérie des métropoles, la question des temps et des modes de transport. La crise a aussi fait encore plus apparaître la cherté du logement, l'insuffisance de l'offre, en particulier dans le parc social. Elle a amplifié les attentes quant à la qualité du logement lui-même, sa taille pour pouvoir y travailler, sa modularité, sa réversibilité, son confort, la présence ou non d'un espace extérieur. Enfin, elle a renforcé l'aspiration déjà grande à la maison individuelle, tout en donnant une nouvelle attractivité aux villes moyennes et tout en montrant l'importance de l'accès au commerce, au lien social et à la capacité à ne pas se sentir isolé dans son logement qui s'est exprimé très fortement. Cette crise n'a pour autant pas diminué la prise en compte collective, la conscience collective de la nécessaire transition écologique. Et c'est peut-être l'un des éléments les plus marquants parce que c'est finalement le fondement de la contradiction que nous devons dépasser ensemble. Elle nous a à la fois demandé une meilleure prise en compte des qualités individuelles et personnelles, tout en acceptant l'idée toujours que la transition écologique est un impératif, tant en matière de biodiversité qu'en matière de lutte contre le changement climatique. La gestion économe de nos ressources, la limitation de nos impacts sur la nature, sur nos sols, la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre sont donc toujours des impératifs qui s'imposent à nous. Et ce sont ces attentes, en fait assez contradictoires, qui nous imposent de continuer à faire évoluer notre modèle d'aménagement, et en particulier à l'échelle de nos métropoles. C'est pourquoi les actions que je porte en tant que ministre du Logement doivent impérativement contribuer à développer des villes, en particulier à l'échelle des métropoles, à la fois inclusives, sobres et résilientes. Cette vision s'appuie pour moi sur 4 fondamentaux pour lesquels les métropoles sont en première ligne. Le premier, il est basique mais il est important de le rappeler, c'est continuer à développer le logement dans les métropoles parce que là sont les habitants et là sont les besoins. La ville inclusive hospitalière dont vous avez parlé un peu plus tôt, c'est d'abord et aussi une ville qui peut loger sa population dans de bonnes conditions en produisant l'offre nécessaire là où c'est nécessaire. Et nous sommes face à une crise du logement aujourd'hui. Nous avons un retard de permis de construire qu'on évalue pour l'année 2020 à environ 50 000, ce qui veut dire que nous aurons délivré environ 400 000 permis de construire en 2020, alors qu'on était à 450 000 dans les années précédentes. Le retard des mises en chantier est de l'ordre de 20 000 et n'est pas en train de se résorber. Nous n'avons agréé que 90 000 logements sociaux l'année dernière, alors que la cible est à 110 000.
nous avons 2 millions de personnes qui sont inscrites dans le fichier national de demandeurs de logement social. Et toujours plus de familles et de ménages qui témoignent de l'impossibilité à se loger et de l'obligation de s'éloigner de là où ils travaillent. C'est un sujet qui nous est commun entre l'État, capacité à fixer le cadre économique, financier, fiscal et réglementaire, commun avec les collectivités locales, en particulier les élus et les maires, pour le portage de la politique d'aménagement, d'urbanisme et pour la délivrance des permis de construire. Le deuxième impératif, c'est dans cette construction, soutenir la mixité sociale et fonctionnelle comme principe pour les nouveaux aménagements et partir de ce qui est déjà là. C'était le titre de votre table ronde sur la métropole et les autres, qui pose la question du centre et de la périphérie au sein de la métropole et de la relation entre la métropole et les autres territoires. Nous devons réussir à sortir de cette dialectique, sortir du discours stigmatisant sur les périphéries urbaines, sur les centres urbains. Et il me semble que nous pourrions nous accorder sur des principes de mixité totale, fonctionnelle, sociale, qui, dans des projets d'aménagement qui intégreraient de façon beaucoup plus systématique logement, transport et notamment alternative à la voiture individuelle, commerce, lien social, probablement qu'il faudrait y ajouter les tiers-lieux, les lieux de télétravail. Il me semble qu'une des réponses aux contradictions que je citais dans mon introduction, c'est de développer cette vision de cette mixité fonctionnelle et sociale, fonctionnelle dans toutes les fonctions de la ville, sociale car je tiens aussi beaucoup à retrouver la mixité sociale et la mixité des classes sociales dans l'aménagement, dans l'urbanisation, dans le logement, et de partir de ce qui est déjà là. Partir de ce qui est déjà là, ça veut dire construire là où c'est déjà construit. Ça veut dire réparer le tissu urbain à une échelle extrêmement fine en faisant de la dentelle fine. Ça veut dire répondre aux besoins de lutte contre l'artificialisation des sols qui a aussi émergé comme une priorité nécessaire de politique publique. Nous le savons tous, je pense, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, on artificialise encore en France aujourd'hui, tous les 10 ans, l'équivalent d'un département français. C'est beaucoup le logement d'ailleurs qui tire sur l'artificialisation des sols. Comment lutter contre cet étalement urbain ? Comment lutter contre cette artificialisation qui, en prime, se fait en général dans des départements qui sont stables en population, voire en déprise. Donc il ne se fait même pas forcément là où la croissance démographique est la plus forte. En imaginant une ville qui se reconstruit sur elle-même, on l'a beaucoup dit, en imaginant aussi d'aller toucher ces espaces intermédiaires, périphériques, ces friches, qui finalement ont été utilisées et ne le sont plus, que ce soit des friches industrielles, des friches commerciales, des friches urbaines très simples, et en travaillant aussi sur tout ce qui est intercalaire. Dans le plan de relance, nous avons soutenu cette vision avec un fonds de financement de la réhabilitation des friches et avec une aide à la densification pour les élus. C'est un point de départ. Nous continuerons, bien sûr, dans la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat, avec un objectif de réduction par 2 du rythme d'artificialisation et une mobilisation des élus locaux à travers les documents de planification régionale. Le 4e point, après construire des logements, se reposer les questions de mixité sociale et fonctionnelle et lutter contre l'artificialisation, c'est bien sûr la sobriété énergétique qui m'est particulièrement chère au ministère du Logement, rattaché au ministère de la Transition écologique. Les bâtiments, pas que le logement, mais les bâtiments représentent à peu près le quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Le logement doit faire un peu plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. L'atteinte de notre trajectoire climatique, l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, l'atteinte des objectifs de notre stratégie nationale bas carbone passe par la décarbonation du bâtiment. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un très gros effort sur le plan de relance avec 7 milliards d'euros qui permettent de financer la rénovation énergétique des bâtiments publics, État comme collectivité locale, mais aussi la rénovation des logements avec l'aide MaPrimeRénov' que nous avons lancée au 1er janvier dernier et qui fonctionne très bien. Nous avons devant nous 2 grands enjeux. Le premier, c'est de continuer cette massification énergétique de la rénovation des logements, en particulier des 4,8 millions de passoires thermiques, les logements qui concentrent la précarité énergétique, la précarité sociale, mais aussi de continuer le travail sur la décarbonation du neuf.
ce qui nous amène à la sortie cette année de la nouvelle norme de construction, la RE 2020, qui portera un objectif très ambitieux de décarbonation à la fois de l'exploitation de nos bâtiments neufs et des modes de construction. Tout ceci nécessite des changements qui, là encore, ne peuvent pas être portés que par l'État. Et j'aimerais finir mon propos avec 2 remarques de méthode pour savoir comment on fait pour atteindre ces objectifs ambitieux. L'État, je le disais, peut être au rendez-vous dans 2 grands domaines, le cadre financier, budgétaire et fiscal, plan de relance pour la rénovation et la lutte contre l'artificialisation, loi de finances classique, notamment le modèle fiscal pour le soutien à la construction neuve, financement du logement social, et puis dans le cadre réglementaire, en étant progressivement de plus en plus prescriptif, à la fois sur les schémas d'aménagement et sur les règles de construction. Mais pour moi, la clé, elle est dans le partenariat et la politique. Le partenariat d'abord, parce que ces questions de construction et d'aménagement, elles sont d'abord de la responsabilité des élus, des maires et des présidents de PCI et des présidents de métropole, avec toute la question politique que cela pose. C'est une vision politique qui doit être portée par les élus, et cette vision politique, elle s'exprime face aux électeurs, et on a bien vu la place que ça prenait dans les élections municipales cette année. Et du coup, un projet qui permet de continuer à aménager, urbaniser de façon douce, souhaitable, avec une densité acceptée qui devient une densité désirable, ça n'est pas un projet technique, ça n'est pas un projet national, c'est un projet politique, c'est un projet local. Et donc c'est d'abord un partenariat avec les élus. C'est ce que je tente de faire, notamment avec la signature d'un pacte pour la relance de la construction durable que j'ai signé en novembre dernier avec les associations d'élus, mais aussi avec tous les acteurs de la construction et de la rénovation, qui a vocation à se décliner localement, pour montrer qu'il est possible de travailler ensemble à la relance de la construction durable. Relance parce que nous sommes en crise économique, construction parce que nous en avons besoin, durable parce que ce n'est pas à n'importe quel prix. Mais les élus eux-mêmes sont dans le dialogue politique avec les Français, avec les citoyens. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, tout ça, in fine, ça n'est qu'un sujet politique, au sens noble du terme. Comment on veut habiter en France aujourd'hui et demain? C'est quoi la bonne manière d'habiter? Quel cadre de vie on propose? Quel cadre de vie on propose au pluriel? Comment bien habiter dans le centre d'une métropole? Comment bien habiter dans la périphérie d'une métropole? Comment bien habiter en ville moyenne? Que faire des quartiers dégradés, de la politique de la ville? Que faire des abords de ville qui sont devenus des no man's land? Comment habiter dans la ruralité et s'y sentir bien? Nous devons répondre, remettre de la politique dans ce débat, pour montrer que nous ne sommes pas qu'en train de subir des contraintes économiques, écologiques, mais que nous savons, nous voyons, nous pouvons donner envie de comment habiter. Et c'est une discussion que j'ai commencé à avoir avec des élus. Je pense à Patrice Vergrit au titre de la présidence de l'Alliance Ville Durable. Nous avons besoin de construire ensemble, élus, urbanistes, architectes, constructeurs, promoteurs, sociologues, une vision de comment habiter la France de demain. C'est un sujet sur lequel je prendrai une initiative au premier trimestre, je l'espère, pour proposer des échanges, une vision, une pensée, des conceptions qui vont s'affronter, et pour proposer aussi de montrer que, en fait, et c'est fort heureux, personne ne nous a attendus pour répondre positivement à cette question. Il existe des dizaines, des centaines de réponses innovantes, intelligentes à cette question, dans lesquelles les habitants eux-mêmes, avec les élus, avec les constructeurs, avec les bâtisseurs, ont trouvé des réponses à cette question en inventant des modes d'habiter, des modes de vie et des modes de socialisation qui fonctionnent à différentes échelles. Le défi de l'aménagement, le défi du vivre ensemble, le défi de la transformation écologique de notre pays passe par un débat sur ce beau sujet de l'aménagement du territoire. Nous avons vécu pendant des décennies sur un modèle d'aménagement qui a fonctionné, le modèle des centres-villes, des villes nouvelles, des centres commerciaux, des zones d'activité, des zones commerciales, tout ça connecté par des autoroutes et des routes nationales. Ça n'est plus notre modèle, il en existe d'autres au pluriel. Nous devons nous les réapproprier, nous devons en être fiers. Je vous remercie.